Alors, juste un peu, je crois qu'on vous en a parlé dans la journée, c'est l'évolution progressive du nombre de cancers. Ça, c'est une publication américaine. Et vous voyez qu'au fil du temps, évidemment, ils se sont projetés, les Américains, jusqu'en 2022. Et vous voyez que progressivement, le nombre de patients cancéreux augmente. Tout simplement pourquoi c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de traitements qui sont performants. Et donc, le cancer est devenu, depuis quelques années, une maladie chronique. La répartition de ces cancers, évidemment, nous, en hémato, on n'est pas très nombreux, mais ça pèse quand même. Vous avez 4% de lymphome malin non-hodgkinien, et dans lequel il faut rajouter aussi les leucémies aiguës, 2%. Voilà un peu la répartition des cancers. Alors l'après-cancer, vous savez qu'avec le professeur Guy Laurent, que vous avez vu ce matin, on avait mis en place en 2006 un projet de suivi dans la phase de traitement qui nous pensait quand même assez indispensable, notamment dans le cadre du lymphome, puisque vous avez vos chimiothérapies à l'hôpital de jour et vous avez tous vos effets secondaires à la maison. Et partant de ce concept, au bout de 6 ans de mise en place, on s'est dit, si on projetait ce projet dans l'après-cancer, le professeur Guy Laurent n'était pas tout à fait satisfait de ces consultations de suivi, qui devenaient de plus en plus nombreuses du fait justement des réponses complètes et du fait que les patients sont de plus en plus répondeurs au traitement. Et il me disait, tu sais, je vais très vite, hein, donc il y a à peu près une vingtaine de patients dans le suivi, dans une consultation de suivi, et donc je regarde le scanner, si tout va bien, et souvent le patient il sent bien que je n'ai pas le temps, et donc personne ne parle, si j'ai repris le travail, pas repris le travail, si le moral va et pas. Donc on a dit comment on va faire. On a dit on va reprendre le généraliste avec nous et on va modifier ce suivi. Tout simplement, on va le partager entre l'infirmière coordinatrice, vous avez devant vous, le médecin généraliste et l'hématologue. Parce que les questions après le cancer, dans notre projet, c'est un peu ça, c'est le risque de rechute, vous le savez. Hein. Donc, il y a quand même un risque accru la première année lorsqu'on vous déclare en réponse complète. Les effets secondaires retardés que l'on découvre, hein, que l'on connaissait pas si bien que ça, mais que l'on découvre maintenant puisqu'on les quantifie avec le projet AMAC, et des ordres psychologiques qui sont nombreux, et dans une variante différente en fonction de juste après l'arrêt du traitement, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, le retour au travail qui est problématique pour certains d'entre vous. Voilà. Et on a une équipe maintenant qui travaille avec nous, une équipe de Purpan qui aide les patients qui sont des médecins du travail, qui s'occupent normalement du retour au travail des hospitaliers et qui s'occupent maintenant de trouver comment aider les patients dans notre projet à reprendre le travail et dans quelles conditions, lorsqu'il y a des difficultés. Et le retour à la vie sociale, hein, parce que Guy Laurent me disait avant, je leur disais, bon allez, maintenant vous êtes en réponse complète, tout va bien, la vraie vie comme avant. Il me dit, maintenant je ne le dis plus parce que je devrais passer un peu pour un idiot, parce que le retour à la vie, à la vraie vie, comme on dit, c'est pas toujours évident, et quel que soit l'âge. Donc, quels interlocuteurs on peut vous proposer pour répondre à ça? Et donc, dans notre projet, on a dit, donc je vous expliquais, hein, le prolongement dans l'AMA 1, l'objectif principal, c'était d'améliorer le suivi, de votre suivi pendant l'après-cancer. Comment? On a réorganisé ce parcours de soins et on le partage, comme je vous le disais, avec le généraliste, l'hématologue et moi-même. On a 3 buts dans ce projet qui sont déjà assez importants. C'est la détection des événements physiques, donc les effets secondaires retardés, les séquelles. Hein, vous avez beaucoup d'entre vous disent avoir des douleurs articulaires, des arthralgies qui persistent pendant des mois. Les événements psychologiques et les événements sociaux. Alors ça marche comme ça, hein, certains d'entre vous le font d'ailleurs, ce petit parcours. Donc vous avez, lorsqu'on vous voit en consultation de fin de traitement avec le professeur Laurent ou un de ses, Lucie Aubéric ou Loïc Isbert, on vous donne un petit plan, et donc la première année on vous suit tous les 3 mois, et puis ensuite c'est tous les 6 mois si tout va bien. Donc vous faites votre bilan biologique, vous allez voir votre médecin. Votre médecin, donc je l'ai appelé entre-temps, je lui ai exposé le projet, je lui ai demandé s'il était d'accord, et s'il est d'accord, je lui ai envoyé une fiche d'événements médicaux qu'il coche lorsqu'il vous voit, qu'il me renvoie. Et moi, le même mois, je vous appelle, et donc on fait par entretien l'échelle d'anxiété et de dépression, et je vous demande un petit peu où vous en êtes au niveau social, si vous étiez
si vous avez repris votre travail ou pas, et si au niveau familial tout se passe bien. Et parallèlement à ça, donc, je vous fais remplir de façon systématique certaines échelles. Une échelle de stress tous les 6 mois, une échelle de qualité de vie tous les ans. Et vous avez vu, et je vous en remercie, parce que vous répondez tous aux sollicitations que le projet vous demande, puisque ce projet AMA est rentré dans le grand projet de recherche Captor sur Toulouse. Et il fait partie d'une des 4 branches de Captor, et donc beaucoup d'autres professionnels nous ont rejoints dans ce projet. La pré-cancer n'étant pas étudiée en France, ou très peu, et encore moins dans l'hémato. Donc vous avez des psychologues qui vous envoient des questionnaires, vous avez des pharmaciens qui vous envoient des questionnaires. Eux font plus la consommation des médicaments et les effets secondaires retardés de vos traitements. Et donc l'équipe du travail qui vous a envoyé récemment des enquêtes sur le retour au travail. Voilà, et lorsque donc j'ai tous mes questionnaires, le professeur Laurent fait une lettre de synthèse qu'il renvoie à votre médecin généraliste. Si votre médecin généraliste a coché un exemple sur nocturne ou perte de poids importante, dans ce cas-là, il rappelle votre généraliste et normalement vous revenez en consultation avec l'hématologue référent et on voit un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et tout ça est mis sur une base de données. Donc vous savez que quand vous rentrez dans le projet AMAC, vous signez un consentement, puisque c'est une base de données où les données sont anonymisées et qui va nous permettre justement peut-être de voir un petit peu réellement ce qui se passe et d'avoir des données pour pouvoir les publier, au moins les comparer. Donc dans ce projet AMAC, vous voyez, on a des plus, la détection des troubles qui jusqu'à maintenant ne se faisait pas, le lien, on conserve ce lien avec le patient. J'avoue que voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et si j'ai pris ce projet, si j'ai monté ce projet avec Guy Laurent, c'était un peu pour ça, pour garder le lien avec les patients, parce que c'était important, et je suis restée 27 ans en hémato, et c'était pas pour faire autre chose. La rationalisation des soins, on voit bien des fois que le médecin généraliste nous appelle en disant le patient présente ça, est-ce que je fais une écho, est-ce que je fais un scanner, oui, non. Donc ça permet un petit peu de ne pas vous faire des examens sans but et qui ne seraient pas nécessaires. Et l'aide aux généralistes, puisque vos généralistes aussi remplissent des questionnaires, et donc ils nous ont dit que déjà pour eux, vous suivre comme ça, pour la majorité d'entre eux, c'était faire quelque chose de nouveau, qu'ils ne faisaient pas. Ils nous ont toujours dit, moi, quand j'ai un patient qui a eu un cancer, je ne le suis jamais pour son cancer. Je le suis pour le reste. Après, pour son cancer, il va voir son oncologue. Ils ont dit, on adhère à ce projet parce qu'il y a la grille, parce que les patients qui ont un cancer nous stressent, parce qu'on ne sait pas, il y a toujours cette épée de Damoclès du risque de rechute, et donc on ne sait pas trop quoi rechercher sur ces patients. Et ensuite, il y a cette fameuse lettre de synthèse, puisque certains nous ont dit, au départ on a dit oui, mais on pensait que le CHU allait nous faire bosser, et puis qu'on n'aurait jamais de nouvelles de ce qu'on faisait, et puis non. Voilà. Pour l'instant, le professeur Laurent tient la route. Voilà. Alors on se pose des questions aussi sur ce projet. On va le comparer au suivi classique, puisqu'on a parlé quand même de ce projet au ministère de la Santé, puisqu'on sortait des clous du suivi normal qui est réglementaire et demandé par l'HAS. Donc on va comparer, voir ce qui se passe. La réduction des appels entrants, évidemment, puisqu'on vous appelle, on avait déjà cette notion avec AMA1, puisqu'on vous appelle en principe pour un workshop tous les 4 jours. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait moins d'appels dans le secteur, ce qui est quand même un peu facilitant pour les gens qui travaillent dans le secteur. L'aspect économique, ça c'est une équipe d'économie du CHU qui va travailler dessus. Et évidemment le fameux transfert de compétences entre l'infirmière et l'hématologue, pour lequel on est en train d'étudier. La bonne nouvelle, c'est qu'AMA est en train de se mettre au niveau national, ça s'est fait récemment la semaine dernière. Donc nous avons mis AMA en place, alors dans la phase de traitement, puisqu'on débute, il faut bien débuter par le début, à Créteil, à Rennes, à Rouen, à Bordeaux, chez le professeur Milpied, que vous avez vu ce matin, à Lille et à Lyon. Donc voilà, ces centres sont partis pour faire du AMA. Alors voilà ce qu'on a vu un petit peu dans notre projet. Alors ça c'est la première évaluation qu'on a fait la première année, donc janvier 2012, janvier 2013, début janvier 2013. Alors on a pris tous les patients qui étaient inclus, mais qui au moment du traitement travaillaient, bien évidemment. Et vous voyez donc au moment du traitement, avant le traitement, tout le monde travaillait, qu'au bout de 6 mois de traitement, il y a 40% uniquement des patients qui continuaient encore à travailler.
et qu'au bout d'un an de l'arrêt du traitement, il y a comme quelque chose qui se passe, puisqu'il n'y a que 50% des patients qui ont repris le travail. Et vous voyez que ça rentre absolument dans les clous d'une analyse qui a été faite par l'Institut national du cancer, et qui dit qu'à 24 mois d'arrêt du traitement, vous voyez, il y a encore 25% des patients qui n'ont pas repris le travail. Et on tombe après, dans les 12 mois, eux, ils sont à peu près à 60% pour les patients. Les difficultés du retour au travail, et on rencontre ça dans le projet, c'est exactement les mêmes qu'on rencontre, c'est-à-dire il y a quand même 91% des patients qui éprouvent une difficulté à revenir au travail. Dans ces difficultés, la majorité du cas, c'est mes limitations fonctionnelles. Je vous ai dit, on constate dans le projet que vous avez beaucoup de difficultés au niveau des articulations, etc. Vous êtes plus fatigable, vous avez une endurance qui est réduite, notamment les 6 premiers mois, donc ça vous pose des difficultés. Il y a les neuropathies aussi, c'est pas facile aussi quand on a les pieds toujours endormis, les mains, etc., de reprendre un travail. Problèmes émotionnels, problèmes psychologiques, ça aussi, c'est vous rencontrez, alors vous avez 6 mois de traitement, vous ne reprenez pas de suite, donc ça fait, on prolonge à peu près 3 mois de plus, des fois 6 mois de plus, et vous revenez dans votre profession où le logiciel a changé, où souvent vous ne retrouvez pas la place que vous aviez au départ, parce qu'on a mis quelqu'un à votre place et que maintenant tu comprends qu'il est là depuis un an, donc c'est embêtant de le changer. Puis évidemment, les 2 premiers jours, tout le monde est en position, le 3e jour, vous avez le dossier comme ça, et puis des réflexions gentilles dans le sens de quand tu n'étais pas là, on a fait ton boulot. Voilà, donc c'est très difficile pour vous. Moi, c'est vous qui me reportez un peu tout ça, et c'est vrai qu'on essaie un maximum de pouvoir vous aider. Les absences aussi, les absences pour les suivis, qui des fois ne sont pas faciles. Moi, j'ai une patiente qui, maintenant, son médecin, donc elle est dans le suivi normal, puisqu'elle a fini son traitement avant qu'on mette en place un AAC, et elle est venue récemment en consultation avec le professeur Laurent, et maintenant, son service lui oblige à faire un arrêt de travail pour 1 jour. Voilà. Le bulletin de situation ne suffit plus. Voilà, les difficultés relationnelles avec les collègues, je vous en ai parlé, et cette fameuse difficulté de concentration, je crois que c'est tous, à des niveaux différents, et c'est très difficile pour vous parce que vous avez du mal à vous concentrer, du mal à retenir ce que vous lisez, etc. Et je crois que là-dedans, il y a aussi un événement qui est important, notamment pour les maladies d'Hodgkin, et j'ai très jeune, c'est la fatigue. Mais alors une fatigue très importante, invalidante. Elle arrive à des moments toujours les mêmes, et on est tout à fait inefficace au travail. Donc là, on a trouvé un système, c'est les Américains qui l'ont trouvé, qui ont publié là-dessus, et en fait, nous, on a une équipe maintenant sur Toulouse qui peut vous recevoir, et en fait, ils traitent la fatigue par l'effort. C'est la réinsertion par l'effort. Ils sont aperçus qu'en travaillant en faisant un effort, alors c'est des médecins du travail, donc d'abord ils vous font faire un examen, etc., voir quel effort ils peuvent vous faire, et en faisant du sport adapté, cette fatigue disparaît. Voilà, et on a maintenant un petit groupe de patients qui sont passés par ces médecins-là, et dont la fatigue a totalement disparu. Après, le côté psychologique, voilà un petit peu ce que ça donne dans notre cohorte. Vous voyez que on fait l'anxiété et la dépression, donc je la fais au téléphone avec vous, avec les patients qui sont dans le projet, et donc à tous les 3 mois la première année. Donc vous voyez l'anxiété est en bleu, et vous voyez que 3 mois après, lorsqu'on fait notre premier entretien téléphonique, donc 3 mois après votre consultation de fin de traitement, vous avez appris que vous êtes en réponse complète. Il y a 25% des patients qui ont une anxiété majeure qu'il faut traiter, avec un score pour lequel il est recommandé de traiter, soit par des anxiolytiques, soit d'envoyer des patients vers un psychologue, etc. La dépression, et vous voyez que cette anxiété, alors il y a un petit pic là, à M6, on a fini par comprendre que c'était notre fameuse évaluation à M6, le fameux scanner M6, on pense fortement que c'est ça. Et ensuite, ça commence à descendre, et au bout d'1 an, vous voyez, on a gagné quand même, on n'a plus que 13% des patients qui ont toujours une anxiété supérieure à la normale et qu'il faut traiter.
La dépression, on part un peu plus bas, parce que c'est quand même un syndrome qui est beaucoup plus souffrant, beaucoup plus profond. Et donc on a à peu près 12% de patients qui ont besoin d'être pris en charge. Et vous voyez qu'au bout d'un an, ça diminue moins vite, puisque au bout d'un an, on part de 13% au départ, et on a à peu près 3-4% de dépression, de fond de dépression, qui encore nécessitent d'être traités. Et ensuite, le fameux syndrome de stress post-traumatique. Donc, je vous l'explique quand je vous vois. En fait, ça a été basé, ce sont les cancérologues américains qui ont trouvé ça. En fait, ils se sont dit, le syndrome de stress post-traumatique, c'est ce qu'on rencontre dans l'armée. Et ce sont des tests qui sont faits aux soldats lorsqu'ils reviennent de différentes guerres, parce qu'ils ont la reviviscence de certaines scènes qu'ils ont vécues. Et les cancérologues américains, il y a 6-7 ans, ont dit que le cancer, c'est aussi un traumatisme dans la vie. Et donc, ils ont remodelé l'échelle de syndrome de stress, non pas pour l'armée, mais pour les patients qui ont une chimiothérapie. Et donc, on a dit avec le professeur Guilleron, on va étudier ça. Et donc, on a rencontré un psychiatre sur Toulouse qui s'est occupé du syndrome de stress post-traumatique des gens qui avaient été traumatisés par AZF, qui nous a dit quand même, syndrome de stress, c'est fort. Et dans le cancer, je sais pas. Mais il me dit, je suis partant, ils nous ont dit, je suis partant, allez, je vous monte une équipe avec vous et on cherche. Eh bien oui. Vous voyez bien qu'en prévalence, dans notre cohorte, il y a 20% de patients qui ont un syndrome de stress qu'il faut traiter, avec un cutoff, le cutoff est à 44, alors remplissez votre échelle, puis nous on compte. Et donc il y a à peu près 20% de patients qui ont un chiffre au-delà de 44, donc ils sont en détresse. C'est des événements de votre parcours de soins sur 6 mois, c'est pas long, 6 mois, qui vous reviennent, mais de façon sous forme de cauchemar, sous forme parasitaire aussi. Vous êtes tranquille chez vous dans la journée, et d'un seul coup vous revoyez la pose du pack, la ponction de père qui s'est mal passée, etc. Donc vous voyez, au départ, à l'inclusion, vous êtes à 12%, si on fait l'incidence maintenant sur la cohorte. À 6 mois, il reste 9%, et à 12 mois, il reste 6%. Je vous ai mis là un petit peu l'efficacité de la prise en charge par le professeur Birn, qui ne vous donnera pas trop de médicaments, qui fait de la thérapie comportementale, tout simplement. Il essaie de détecter quelle est la scène qui vous a bouleversé, et il travaille avec vous pour que vous la rappropriez et qu'elle ne vous provoque plus de cauchemars, etc. Donc on a pris 6 patients avec des cutoffs, vous voyez, à 55, même presque 58, et vous les voyez, le bleu c'est au départ de la prise en charge, le rouge c'est à 6 mois de prise en charge et le vert à 12 mois. Et vous voyez que tous ces 6 patients, à la fin, vont finir par avoir un décrochage. Alors, plus ou moins long, plus ou moins rapidement, pardon, mais ils décrochent, sachant quand même qu'il y a une patiente, elle a dû être suivie pendant 18 mois. Et au bout de 18 mois, ça a vraiment disparu. Donc ça a beaucoup étonné le professeur Birn que c'était un traumatisme qui était resté pendant son séjour, pendant l'autogreffe de cellules souches. On a essayé de voir un petit peu si on prenait quelques déterminants par rapport à la cohorte et par rapport à l'anxiété, la dépression et le PTSD. Vous voyez que l'âge n'est pas significatif, c'est-à-dire que qu'on soit... Alors on a une fourchette qui va de 18 ans à 82, et vous voyez qu'on est 18 ans, 82 ans, on n'est pas plus anxieux dans notre cohorte. La pathologie, on a les lymphomes folliculaires, on a les lymphomes B différentes cellules, les lymphomes de Burkitt, les lymphomes très agressifs, et vous voyez que ça non plus, c'est pas significatif sur les désordres psychologiques. L'intensité de la chimiothérapie, oui, sur l'anxiété, elle est pertinente, puisqu'on a un petit P à 0,01, et c'est donc le versus R-CHOP tout seul et RACVP autographe de cellules souches. Il faut dire que la CVP, pour ceux qui l'ont vécu, c'est 2 mois un peu intense en toxicité. L'éducation aussi, c'est-à-dire que l'éducation joue avec la dépression, c'est-à-dire plus vous êtes éduqué, plus vous avez un niveau d'éducation élevé, et plus il y a un risque de développer une dépression. La qualité de vie, donc ça je vous fais travailler tous les ans. On a la qualité de vie sur 1 an uniquement. Alors en bleu vous avez la population générale, puisque les gens qui ont fait cette échelle de qualité de vie nous font systématiquement un renouvellement de l'échelle de qualité de vie de la population sans pathologie.
Et puis ensuite en rouge, c'est au moment de l'inclusion, et puis après, un an après. Et vous voyez qu'il y a des paramètres qui restent toujours dans les 50 et supérieurs à 40. C'est la limitation physique, et ça paraît tout à fait concret, puisque vous avez ces douleurs articulaires, ces neuropathies qui vous empêchent d'avoir un état physique tout à fait OK. La vitalité perçue, hein, vous voyez qu'au départ, vous ne sentez pas une vitalité très importante. Ça décroche, mais ça ne décroche pas beaucoup. Et ensuite, la limitation émotionnelle, et vous avez vu que dans l'analyse de l'INCA, le retour au travail était justement corrélé à ça. Donc voilà, votre qualité de vie au bout d'un an, c'est pas encore le top. Alors on va voir là, puisqu'on a 2 ans de recul, on est en train de refaire les calculs pour voir ce qui se passe. On a corrélé la qualité de vie, le syndrome de stress. Donc vous voyez, le 44, ça veut dire que si vous avez un résultat supérieur à 44, il faut vous prendre soin de vous. Et inférieur à 44, c'est pas la peine, c'est normal. Donc vous voyez que pour les patients qui ont un PTSD supérieur à 44, au niveau de la qualité de vie se divise en 2 parties. La santé mentale. Alors, dans la santé mentale, il y a la dépression, mais il y a aussi la cognition, etc., leur relation à l'autre, et la santé physique, tout ce qui est effort physique, etc. Donc, vous voyez que le PTSD dans la santé mentale, lorsque c'est supérieur à 44, est très faible, hein, donc il faut vraiment, ça a un impact sur la qualité de vie. Alors que si vous avez un PTSD normal, vous avez 60 de santé mentale et 52 de santé physique, donc c'est tout à fait normal. Donc vous voyez quand même que ces désordres psychologiques impactent aussi sur votre qualité de vie. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'on a trouvé comme événement. Peut-être après, vous avez des questions, des retours à nous faire par rapport à ça. Voilà, pour nous en sommes bientôt à 2 ans d'amassé. À l'heure actuelle, il y a 143 patients. Donc 143 généralistes qui tiennent la route, hein, et je les en remercie aussi, vous aussi, parce qu'on sait qu'on vous sollicite beaucoup. Voilà, et on espère continuer.